quand même saluer la capacité à bricoler de Patrick. Je ne bricole pas aussi bien que lui. Moi, on m'a posé la question d'essayer d'illustrer, de qualifier, quantifier les difficultés d'accès au logement des ménages les plus pauvres. Alors, le problème quand on parle en dernier, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de points qui ont pu faire l'objet d'approfondissement avant. L'avantage, c'est que comme on est un peu en retard, du coup, ça va me permettre de passer un peu vite sur la présentation. Je ne reviens pas sur, je vous invite à assister au rapport de la Fondation Abbé Pierre, à la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre début février. Je ne vais pas spoiler le premier, voilà, tout début février. Je ne vais pas spoiler ce qu'il y a dedans, mais ce qu'on voit en lisant les derniers rapports, c'est évidemment une forte précarisation du marché du logement, quels que soient les statuts d'occupation, et sans même regarder dans la diversité des situations, le sans-abrisme, la suroccupation, etc., etc. On entend les dernières données de l'enquête logement qui ne devraient pas trop tarder, mais que ce soit sur le mal-logement au sens strict ou les situations compliquées vis-à-vis du logement, les fragilités, comme l'appelle la Fondation Abbé Pierre, on a plutôt des chiffres qui sont relativement inquiétants. Si on fait juste un focus sur les ménages les plus modestes, ce qu'on voit au cours des dernières années, c'est que c'est eux qui clairement payent le plus cher la crise du logement cher. C'est-à-dire le renchérissement des prix, quel que soit le statut d'occupation qu'on envisage, il pèse principalement sur les ménages les plus pauvres. Je vous ai mis quelques chiffres d'augmentation de taux d'effort pour le premier quartile de niveau de vie, donc les 25% de ménages les plus modestes. Les locataires du secteur libre ont vu leur taux d'effort très fortement augmenter, ceux du parc social aussi, j'espère ne pas me fâcher avec Emmanuel Cos aujourd'hui, les accédants à la propriété également, et donc on va essayer de regarder rapidement, une fois de plus, ces différents statuts d'occupation et voir peut-être essayer d'identifier quelles sont les difficultés de logement spécifiques pour les différents statuts d'occupation. Il n'y a pas trop le choix, c'est-à-dire qu'en France, soit on est propriétaire de son logement, on y accède, soit on est locataire du parc social, soit on est locataire du parc privé. Pour l'instant, on n'a pas inventé grand-chose d'autre. Si on regarde les accédants à la propriété, une idée un peu reçue comme ça serait que l'assouplissement des conditions de crédit a massivement bénéficié aux ménages les plus pauvres. C'est-à-dire il y a des taux qui baissent, en réalité il y a plutôt des durées d'emprunt qui s'allongent quand on regarde depuis le début des années 2000, et on pourrait penser que cet assouplissement, il a permis de solvabiliser massivement les ménages les plus modestes. Ce n'est pas le cas. Robin en a parlé en introduction, on a une stabilité assez étonnante du taux de propriétaire, c'est-à-dire qu'on est passé de 800 000 transactions dans l'ancien à peu près à 1,2 million, 1,3 million. Le volume de crédit distribué a jamais été aussi élevé qu'avant la crise qu'on traverse là récemment. Donc on a distribué beaucoup de crédits. Il y a eu énormément de transactions immobilières et malgré tout, il y a cette stabilité du taux de propriétaire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de propriétaires en bas de la distribution des niveaux de vie, chez les ménages les plus pauvres, et il n'y a jamais eu autant de propriétaires en haut de la distribution du niveau de vie, c'est-à-dire chez les ménages les plus riches. Il y a eu une recomposition au sein de la distribution des niveaux de vie entre les pauvres et les riches. Les pauvres, en gros, n'ont pas été en capacité d'absorber, ils n'ont pas été solvabilisés par l'assouplissement des conditions de crédit, et ils n'ont pas été en capacité d'absorber le choc qu'il y a eu sur les prix immobiliers et le renchérissement très important des prix immobiliers. Ça, c'est ce qu'on voit sur le passé. Je vous ai mis quelques chiffres. Sur la période récente, là encore, c'est les ménages les plus modestes qui payent le renchérissement du crédit. C'est-à-dire que la Banque de France nous dit il n'y a pas de problème, en réalité, on a réussi à maintenir la part des primo-accédants dans la distribution de crédit. Globalement, le volume de crédit distribué a baissé de 40%, mais on a réussi à maintenir la part des primo-accédants. Mais quand on regarde à l'intérieur de ces primo-accédants, la part des ménages modestes au sein des primo-accédants n'a jamais été aussi faible. C'est-à-dire qu'il représentait à peu près un tiers des primo-accédants à qui on distribuait du crédit à l'habitat avant la remontée des taux. Aujourd'hui, on est à 17%. Donc ceux qui payent principalement la remontée des taux, c'est en premier lieu les ménages les plus pauvres. Ça s'explique assez facilement et ça s'explique aussi par le fait que les prix, ça a été dit, tardent à s'ajuster. Quand on dit que
les prix devraient baisser de 20% pour compenser l'augmentation des taux d'intérêt, c'est évidemment ceux qui sont au taux d'effort déjà les plus élevés qui, du coup, n'accèdent plus à la propriété. C'est assez logique. Donc ça, c'était sur la partie accession à la propriété. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur le marché locatif privé, là encore, quelques chiffres. Il y a une petite coquille, c'est 2 fois le même point. Vous voyez, moi, je bricole vraiment moins bien que Patrick. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un taux d'effort donc des ménages les plus pauvres au sein du marché locatif privé qui a fortement augmenté pour plusieurs raisons. Il y a évidemment les loyers qui ont augmenté très fortement au cours des dernières années, moins vite que les prix immobiliers, mais ils ont augmenté quand même. Mais surtout, le revenu des ménages les plus pauvres a été bien moins dynamique que le revenu des autres catégories de ménages. Quand on compare l'évolution du niveau de vie entre le début des années 2000 et aujourd'hui du premier quartile de niveau de vie, on voit que ce niveau de vie-là a été plutôt moins dynamique. Leur pouvoir d'achat a moins augmenté. Les loyers, eux, ont augmenté assez rapidement. Et en même temps, parce que c'est un terme encore à la mode, les APL ont largement désolvabilisé les ménages. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de mesures pour essayer de contenir la dépense en aide personnelle au logement, on va dire. C'est pas nouveau, hein, je veux dire, il y en a eu beaucoup là ces dernières années, mais c'est pas nouveau. On a largement déconnecté les APL des montants réels de loyers payés par les locataires, et ça a eu pour effet du coup de faire augmenter de façon très importante le taux d'effort des ménages, et notamment les ménages APLisés, et donc notamment les ménages les plus modestes. Juste un petit graphique que j'aime bien qui vous montre, donc par décile de niveau de vie, le taux d'effort brut, donc avant versement des APL, et le taux d'effort net après versement des APL, donc le net est en rouge et le brut est en bleu, dans le parc social et dans le parc privé. Ça dit deux choses, ce graphique, ça en dit plus que ça, mais on va essayer d'en dire que deux. Ça dit d'abord que les APL, ça ne fonctionne pas si mal que ça, en termes de... Si l'objectif des APL, c'est de réduire le taux d'effort des ménages, on a plutôt un système qui permet de réduire assez massivement le taux d'effort des ménages. Ça dit aussi que même après versement des APL, les 10% les plus pauvres qui vivent dans le parc privé, je ne sais pas s'il y a une petite lumière, non, ont quand même un taux d'effort de l'ordre de 35%, taux d'effort net moyen. Ça dit enfin que dans le parc social, on a des APL qui fonctionnent pas mal parce qu'elles arrivent à inverser la logique qui voudrait que plus on est pauvre, plus on dépense pour se loger. Dans le parc social, après versement des APL, en moyenne, c'est plus vrai, c'est-à-dire qu'on a une espèce de courbe en U inversée. Hélas, dans le parc privé, du fait notamment des économies budgétaires et de la déconnexion entre les APL et les loyers de marché, on continue, même après versement des APL, à avoir des ménages les plus pauvres qui ont un taux d'effort net supérieur aux ménages qui sont un peu plus riches qu'eux. Donc ça, c'est sur la partie un peu dépenses en logement. Si on s'intéresse à l'offre de logement disponible, on a une offre de logement abordable en direction des ménages les plus modestes qui a tendance à se réduire. On a un marché locatif qui se contracte, notamment dans les grandes villes, et notamment sur le segment qui est le segment à destination des ménages les plus pauvres, par deux effets. Un effet, en effet, un certain nombre de logements qui partent vers soit de l'accession à la propriété occupante, on le voit à Paris, soit des meublés de tourisme, c'est-à-dire des logements avec des taux de rendement supérieurs au rendement qu'on pourrait attendre du marché locatif standard, mais aussi un taux de rotation, on en reparlera quand on discutera du parc social, mais un taux de rotation qui baisse beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, les ménages les plus pauvres qui sont dans le parc locatif privé, qui ont des niveaux de loyer potentiellement relativement bas, n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété. Ce fameux parcours résidentiel que Emmanuel Cos décrivait tout à l'heure est rompu, et donc en n'allant pas accéder à la propriété, ils ne libèrent pas de logement sur le marché locatif privé, et donc on a une offre de logements accessibles, abordables, qui a tendance à se réduire. C'est les mêmes mécanismes qu'on voit également dans le parc social. Sur le parc social, on peut finir peut-être là-dessus en faisant un peu de promotion, publicité. Évidemment, comme je ne veux pas me fâcher avec Emmanuel Cos, le parc social accueille les ménages les plus pauvres. On observe, je fais très attention à ce que je dis, toujours, mais on observe une paupérisation massive des locataires du parc social. C'est-à-dire que ça a été dit, ceux qui sortent, il y en a de moins en moins qui sortent, on a un taux de rotation qui baisse très fortement, et ceux qui sortent sont plutôt plus riches que ceux qui rentrent. Bon, ça c'est un fait. Quand on regarde les attributions de logements sociaux, on voit bien que la majorité des attributions, enfin, beaucoup d'attributions qui se font évidemment à des ménages pauvres. Et le parc social répond
a un besoin qu'aujourd'hui, le parc privé n'est plus en capacité d'absorber. On a une file d'attente dans le parc social qui ne cesse d'augmenter. Alors sur la période récente, elle augmente très fortement, mais elle a doublé depuis le début des années 2000. Donc il y a un vrai besoin de production de logements sociaux. Et sur les attributions qu'on réalise, on le fait plutôt à l'adresse des ménages pauvres. Nous, on s'est intéressé, il y a un consensus sur ce constat-là, on s'est quand même intéressé aux difficultés d'accès que pouvaient avoir les ménages, non pas sous le seuil de pauvreté, mais les ménages les plus pauvres, à accéder au parc social. On a rendu un rapport, c'est pour ça que c'est l'instant publicité, on a rendu un rapport pour le défenseur des droits sur cette question-là. Alors cette question des difficultés d'accès spécifiques des ménages les plus pauvres au parc social, c'est une question qui est assez bien documentée. Il y a pas mal de rapports sur le sujet de la Cour des comptes, de l'ANCOLS. On a rendu il y a quelques années un rapport interassociatif qui s'intéresse à cette question-là. L'idée n'étant pas de dire le logement social n'accueille pas les pauvres, parce que ça en effet c'est faux, on voit bien que le logement social accueille les pauvres. La question c'est de savoir quels sont les mécanismes concurrentiels au sein des ménages les plus pauvres. Est-ce qu'on a tendance à préférer quelqu'un qui a un niveau de vie à 8 ou 900 euros plutôt qu'un niveau de vie à 5 ou 600 euros? Cette question-là, elle est relativement bien documentée. On a essayé, notamment avec Xavier Timbaud, de la documenter encore un peu plus. Donc je vous invite à aller, je ne vais pas vous détailler ici le rapport, je vais juste vous montrer quelques résultats, mais je vous invite à aller voir sur le petit site internet qui est là. On a développé une application, vous retrouverez le rapport, les principaux résultats. Ce qu'on dit nous dans ce rapport, c'est que déjà quand on observe les attributions de logements sociaux et qu'on compare ces attributions à la demande de logements sociaux, on s'aperçoit qu'il y a une sous-représentation des ménages du bas de la distribution des niveaux de vie, vraiment les plus pauvres. Vous voyez, là vous avez des tranches de niveau de vie en axe ordonné, ça va de moins de 500 euros jusqu'à 1800, 2000 euros. En rouge, c'est quand vous êtes sous-représenté dans les attributions, on vous attribue moins de logements que ce que vous représentez dans la demande. Et puis, en vert, c'est quand on vous attribue plus de logements que ce que vous représentez dans la demande. Et ce qu'on voit, c'est que, quels que soient les territoires, quels que soient les EPCI, on a des difficultés spécifiques sur le bas de la distribution. Alors, en fonction des EPCI, ces difficultés sont plus ou moins importantes, vont plus ou moins loin dans la distribution des niveaux de vie, mais globalement, les niveaux de vie les plus bas ont des difficultés particulières, en tout cas d'un point de vue descriptif. Ce constat-là, il n'est pas nouveau, je l'ai dit, il est documenté de plusieurs façons, il y a eu plusieurs rapports ces dernières années, mais souvent ce qui est opposé à ce constat-là, c'est de dire, en fait, c'est un problème d'offre de logement. On n'a pas les logements, on n'a pas les niveaux de loyer pour accueillir ces ménages les plus pauvres là, et donc c'est pas tant ce pourquoi nous mandatait le défenseur des droits, c'est-à-dire d'essayer de mettre en évidence possible discrimination économique, c'est pas tant une discrimination économique qu'un problème d'offre de logement abordable, accessible pour ces populations de ménages. C'est évidemment très compliqué de loger des ménages avec 600 euros de niveau de vie. Je vous laisse faire le calcul sur le niveau de loyer nécessaire pour loger des ménages à 600 euros de niveau de vie, mais il faut évidemment des loyers extrêmement bas. Donc la première étape de notre rapport, ça a été de regarder cette question de l'offre. On a construit tout un tas d'indicateurs, et notamment des indicateurs de tension, où on essaye de regarder pour chaque demandeur à combien de logements il aurait potentiellement accès, et puis de regarder pour chaque logement combien de demandeurs pourraient potentiellement postuler sur ce logement. Ce qu'on montre, je fais vite, mais ce qu'on montre, c'est que oui, il y a un problème d'offre de logements abordables en France, et notamment dans le parc social. C'est-à-dire que c'est vrai que, notamment dans les grandes métropoles, qu'on voit ici en bleu très foncé, et qu'on voit bien, il n'y a pas suffisamment de logements disponibles compte tenu de la demande. Le problème, c'est que ce qu'on montre aussi, donc, il y a de fait ce qu'on va appeler, nous, des taux d'attribution théoriques qui sont très bas. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de demandeurs, vous avez très peu d'offres disponibles, et donc vous avez des taux d'attribution théoriques très bas. Ce qu'on montre, par contre, c'est que même quand on contrôle de cette offre de logement disponible, et donc de cet indicateur de tension, on a des difficultés spécifiques à loger les ménages du bas de la distribution des niveaux de vie dans le parc existant. C'est ce que montre ce graphique, qui est issu d'une régression logit standard, en contrôlant de la tension, de la composition familiale, du motif, de l'EPCI, du mode de logement actuel. On regarde la probabilité d'attribution des ménages en fonction de leur niveau de vie. Je vous invite à ne pas regarder le haut de la distribution, parce qu'en réalité, le haut de la distribution,
un certain nombre de biais, notamment liés au fait que les demandeurs logés par Action Logement sont dans la base, mais je vous invite plutôt à regarder ce qui se passe en bas. On voit qu'en bas, les ménages déclarant moins de 500 ou entre 500 et 600 euros de niveau de vie ont globalement des probabilités d'attribution plus faibles que les ménages qui sont un peu plus riches qu'eux. Et ça, c'est indépendamment de l'offre. Ça veut dire en gros qu'avec la même offre, on pourrait mieux loger les ménages les plus pauvres. Ce qui se passe, c'est que, enfin, ce qu'on dit entre les lignes, c'est que c'est quand même un problème d'offre de logement. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mise en concurrence des ménages. Un ménage à 800 euros de niveau de vie va être en concurrence avec un ménage à 700. On va préférer celui à 800 que celui à 700. Le jour où il y a suffisamment de logements sociaux, ce problème-là de mise en concurrence ne se pose pas. Ça, c'est évidemment pas dans notre... Nous, on raisonne à offre donnée. Donc, si discrimination économique il y a, l'existence de cette discrimination émane quand même potentiellement d'un déficit d'offre de logement, mais en tout cas, on pourrait faire mieux potentiellement avec l'offre disponible. J'ai dit que je faisais vite et en fait, je suis très long, donc je sens le regard qui pèse sur moi, mais juste quelques résultats. Voilà, on fait, je vous invite une fois de plus à lire le rapport et à regarder l'application. On fait un certain nombre d'analyses croisées. Donc on va regarder par exemple typiquement le graphique en bas à droite, on va croiser le niveau de vie et puis le choix communal. Est-ce que vous demandez un logement dans votre commune ou dans une autre commune? Ce qu'on voit, c'est que globalement, on a tendance à plutôt préférer nos pauvres que les pauvres d'à côté au moment de l'attribution d'un logement social. On voit aussi qu'il se passe des choses en fonction du mode de logement actuel. Bon, voilà, on fait toutes ces analyses croisées. On a surtout développé une petite application. Je vous remets le lien pour ceux qui ne l'ont pas, mais vous pouvez regarder sur le site du Défenseur des droits ou sur le site de l'OFCE. Une petite application qui permet de regarder par cas type. Et on voit qu'en réalité, tous les territoires sont touchés de façon plus ou moins importante. Donc même le parc social, j'allais dire, qui pourtant, si on pose le diagnostic il y a des difficultés dans l'accession, il y a des difficultés sur le marché locatif privé, heureusement, il reste le parc social. Même le parc social est soumis à des tensions extrêmement fortes et le plus souvent, ces tensions se font du coup au détriment des ménages les plus modestes. Je vais essayer d'aller me rasseoir sans me faire...